Amis de la poésie, bonsoir. En France, parler d'argent est toujours un peu compliqué. Mais parler d'art et d'argent, ça l'est encore plus. Comme si, quelque part, l'artiste se trahissait en demandant à être rémunéré pour son travail. Alors, dans cette vidéo, je vais commencer par savoir si une œuvre créée à des fins purement pécuniaires peut être sincère dans sa démarche. Je ferai ensuite un peu de théorisation financière pour évoquer cette réalité qu'est l'œuvre d'art comme produit de placement. Tout cela m'amènera à me demander ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, ce qui soulèverait une question de la plus haute importance. Au-delà de l'argent, comment trouver son public? J'ai évoqué dans de précédentes vidéos que ce qui faisait la teneur d'une œuvre d'art, c'était la capacité de l'artiste à lui insuffler la vie, à lui donner une âme. Alors évidemment, quand je dis qu'une œuvre a une âme, je ne pense pas qu'elle soit réellement habitée par une quelconque manifestation psychique. En fait, une œuvre qui a une âme, c'est une œuvre qui fait vibrer notre âme. Même sans démonstration scientifique autre qu'empirique, quiconque avec un peu de sensibilité artistique est capable de faire la différence entre une simple illustration et une œuvre picturale, entre un simple bâtiment et une œuvre architecturale. Évidemment, ce sont là des exemples faciles et criants. Mais souvent, percevoir la frontière entre une œuvre splendide, mais creuse, et une œuvre d'art peut être difficile. Et aujourd'hui que nous avons tué Dieu, que notre principal objectif de vie est de se divertir et que notre perception de la qualité artistique est conditionnée par les médias audiovisuels, savoir percevoir l'âme d'une œuvre devient de plus en plus difficile. Déjà, en 1862, le comte de Lille, poète aux convictions profondément anticléricales et chef de file des Parnassiens, et de ce fait opposé au lyrisme sentimental des romantiques, déjà en 1862, il écrivait ce poème intitulé « Au moderne ». Vous vivez lâchement, sans rêve, sans dessein, plus vieux, plus décrépit que la terre inféconde, châtré dès le berceau par le siècle assassin de toute passion vigoureuse et profonde. Votre cervelle est vide autant que votre sein, et vous avez souillé ce misérable monde d'un sang si corrompu, d'un souffle si malsain, que la mort germe seule en cette boue immonde. Homme, tueur de Dieu, les temps ne sont pas loin où, sur un grand tas d'or, vautré dans quelque coin, ayant rongé le sol nourricier jusqu'aux roches, ne sachant faire rien ni des jours ni des nuits, noyé dans le néant des suprêmes ennuis, vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. Au premier abord, ce poème pourrait ressembler à quelques manifestes anticapitalistes, mais je doute qu'un système communiste, fasciste ou anarchiste change vraiment nos paradigmes. C'est dans la nature de l'homme de lutter contre un environnement hostile. Quand on est tout en bas de l'échelle capitaliste, on lutte pour s'attribuer la part du gâteau qui nous revient. Et quand on est en haut de l'échelle, on lutte pour garder ses acquis. Nous sommes bien d'accord qu'il est plus agréable de lutter quand on possède beaucoup que quand on ne possède rien, mais ce n'est pas vraiment le sujet du jour. Par contre, la question de gagner de l'argent avec son art, c'est déjà plus dans le sujet. Est-ce qu'on peut vraiment faire un art sincère et profond s'il est motivé par les gains financiers? Une vision un peu romantique des choses me ferait dire que non, qu'il faut que la démarche soit pure et non souillée par l'appât du gain. Mais toute la Renaissance italienne est basée sur le mécénat et les commandes passées par les grandes fortunes de la péninsule. Et si l'on remonte avant cela, les concepts d'artistes et d'artisans ne se distinguaient pas. Mais alors, ça veut dire quoi? Qu'un roman de Michel Bussy est aussi digne d'intérêt qu'un roman de Richard Millet? Qu'une chanson de Booba est aussi profonde qu'une chanson de Gaël Faye? Avant de répondre, je vais faire une petite digression et parler de placement d'argent. Tout le monde le sait, quand on place de l'argent, il faut diversifier ses investissements. Globalement, on a des actions, des devises, des obligations et des biens tangibles. Les actions, ce sont des parts d'une société. Si la société est florissante, ça nous fait gagner de l'argent. Si elle dépose le bilan, elle nous fait perdre notre argent. Placement plus ou moins risqué. Les devises, ce sont les monnaies. Si demain l'euro s'effondre et qu'il ne vaut plus rien, nos dollars de Singapour et nos couronnes norvégiennes, elles, auront tenu le coup. Les obligations, ce sont des prêts avec intérêt, souvent des prêts à l'État.
C'est théoriquement sûr, mais ça ne rapporte pas beaucoup. Enfin, il y a les biens tangibles. Ça peut être de l'or, par exemple. Stocker des pièces ou des lingots a pour seul risque qu'on se les fasse voler. Ça peut aussi être une voiture de collection ou une œuvre d'art. Oui, une œuvre d'art. Si j'achète des actions et que je touche des dividendes ou que je les revends, je paierai 30% de charges sociales dessus. Si j'achète une œuvre d'art et que je la revends, c'est libre d'impôt. Et à moins de se les faire voler, on imagine mal un Matisse ou un Van Gogh perdre de sa valeur. C'est là un beau placement si on est riche. Alors que la France était le centre de l'effervescence littéraire artistique depuis au moins la fin de la Renaissance, après les surréalistes, le pôle s'est très vite déplacé à New York. Nous avons là-bas de grandes galeries d'art qui fixent les prix des œuvres et les gens riches les achètent. Parfois par goût, mais le plus souvent par simple placement. Autrement dit, je peux chier dans un bol, trouver un galeriste qui fixe cette œuvre novatrice à 500 000 $, et je trouverai un acheteur prêt à placer son argent dans mon œuvre. Et là, on se rend compte du pouvoir phénoménal que possèdent ces galeristes. Mais il en va de même dans la littérature avec les éditeurs. Vous pouvez bien écrire le meilleur roman du monde, si aucun éditeur n'y voit de potentiel, il restera à l'état de manuscrit. Bien sûr, il existe aujourd'hui tout un tas de petites maisons d'édition alternatives, de labels musicaux indépendants, de galeries d'art associatives et autres moyens divers et variés permettant de véhiculer son travail. Mais en pratique, si vous ne passez pas à la radio, difficile de rencontrer votre public. Si vous n'êtes pas en tête de gondole dans les grandes librairies, vous ne ferez pas fortune. Et je ne parlerai même pas des galeries d'art associatives. Aujourd'hui, la production culturelle, qu'elle soit populaire ou plus élitiste, est tenue par de grands groupes qui ont une mainmise quasi complète dessus. Et si un temps on pouvait voir dans les réseaux sociaux un moyen de véhiculer son travail auprès d'un plus grand nombre, on se rend compte que c'est en réalité là que la censure est la plus âpre. Même le président des États-Unis peut se faire censurer. Alors Jojo l'artiste peintre, les photographes de nu par exemple, savent à quel point la censure est impitoyable sur ces réseaux sociaux. De plus, pour s'y faire une place, il faut avoir de solides compétences en communication. Poster un beau dessin et prier pour qu'il trouve son public, ça ne marchera pas. Au final, on retrouve les mêmes travers que dans la grande distribution. J'ai par exemple vu un poète sur Instagram avec des centaines de milliers de followers qui ne poste que des réflexions niaises sur l'amour et les relations humaines. Bon, alors c'est peut-être que je ne suis pas le bon public pour apprécier, mais quand même, ça reste au mieux banal et plat. Pourtant, ça marche. Je suis prêt à parier que si on gardait le même mec avec les mêmes compétences en communication et qu'on remplaçait ses textes par des poèmes de Stéphane Mallarmé, il perdrait 90% de son public. Les 10% restants seraient certes un public de qualité, mais pas un public suffisant pour gagner de l'argent. Pour cette vidéo, j'avais d'abord pensé à prendre ce poème de Baudelaire, Le chien et le flacon. Mais Baudelaire est déjà très présent dans cette suite de vidéos, et ça aurait été de trop. Mais le poème fait quelque chose comme ça. Mon beau chien, mon bon chien, mon cher toutou, approchez et venez respirer un excellent parfum acheté chez les meilleurs parfumeurs de la ville. Et le chien, en frétillant de la queue, ce qui est, je crois, chez ces pauvres êtres, le signe correspondant du rire et du sourire, s'approche et pose curieusement son nez humide sur le flacon débouché. Puis, reculant soudainement avec effroi, il aboie contre moi en manière de reproche. Ah, misérable chien! Si je vous avais offert un paquet d'excréments, vous l'auriez flairé avec délice et peut-être dévoré. Ainsi, vous-même, indigne compagnon de ma triste vie, vous ressemblez au public, à qui il ne faut jamais présenter des parfums délicats qui l'exaspèrent, mais des ordures soigneusement choisies. Ça pourrait ressembler au discours d'un artiste frustré que personne ne s'intéresse à son travail, mais ça reste aussi une belle métaphore d'une liste des meilleures ventes de la semaine, que ce soit en musique, en littérature ou même en cinéma. Ce paquet d'excréments, ces ordures soigneusement choisies dont nous parle Baudelaire, ce sont justement des ordures soigneusement choisies. Quand on écoute certains artistes à la radio, on pense intérieurement « Mon Dieu, quelle horreur, c'est vraiment de la merde !» Mais pas n'importe quelle merde, une merde soigneusement choisie, calibrée et produite. Dans une chanson, le son est impeccable,
les paroles faciles d'accès, et la mélodie rentre dans la tête, bien souvent même contre notre gré. Dans le cinéma, l'intrigue est efficace et pleine de rebondissements, et l'image est réalisée par les meilleurs des professionnels. Ces merdes sont ce qu'il y a de mieux produit et de plus efficace pour capter un public. Au final, si le public y trouve son compte et apprécie ce qu'on lui offre, ne faudrait-il pas être un gros connard imbu de lui-même comme Baudelaire pour traiter ses œuvres destinées au grand public avec un tel mépris? Eh bien non. Prenons par exemple le groupe Queen, dont les tout premiers albums sont très expérimentaux, parfois un peu difficiles d'accès, pourtant superbes. Ils sont probablement le groupe avec la carrière la plus riche en termes de tubes. Non seulement musicalement c'est propre, accessible, et toutes les autres qualités nécessaires pour une chanson de devoir passer à la radio, mais ça a une âme, c'est de la musique. Et si on prend le groupe The Police, c'est pareil, et le chanteur Sting, capitalisant sur le succès du groupe, a continué une carrière solo avec une musique plus intimiste, teintée de jazz, ce qui me laisse penser que l'on peut faire de la musique destinée au grand public sans pour autant produire des ordures soigneusement choisies. Je pourrais donner de nombreux autres exemples, mais ce serait plus un étalage de mes goûts personnels qu'une vraie palette de musiciens intéressants. Pour la littérature, les choses sont différentes. Il y a les romans de genre, qu'ils soient policiers, de fantasy, de science-fiction ou autres, et la littérature. Et on ne lit pas de la littérature comme on lit un roman policier. Ce sont deux choses très différentes qui s'interpénètrent rarement. C'est ce que j'essaye pourtant de faire dans les livres que j'écris. Tenir du roman de genre, mais avec une âme littéraire. Et je n'ai certainement pas le recul pour pouvoir vous dire si j'y arrive. En tout cas, j'essaye. Si le cœur vous dit d'y jeter un œil, les liens pour acheter mes livres sont dans la description. Dans le cinéma, le cas de Martin Scorsese est intéressant, alternant film à visée commerciale et film plus personnel. Sachant que le budget d'un film qui tient la route est de plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, les contraintes commerciales sont forcément très lourdes. Mais contrairement aux surréalistes, je pense que la contrainte est essentielle à la création d'une œuvre. La pureté brute de l'esprit de l'artiste qui noircit la feuille de papier de son génie naturel, je n'y crois pas. Même les plus grands auteurs ont leur éditeur qui passe derrière pour corriger toutes les choses qu'ils pensaient géniales, mais qui sont sans intérêt. C'est la contrainte qui oblige à repousser ses propres limites. L'art sans contrainte a tendance à se perdre dans sa propre liberté. Le génie de Mozart a-t-il vraiment été bridé par les règles d'harmonie classique? L'expression de Cabanel ou de Bouguereau ont-elles été amoindries par leur académisme? Le talent des grands peintres de la Renaissance a-t-il été brimé du fait que leurs œuvres étaient des commandes de mécènes? Alors se pose la question, l'argent est-il un facteur de contrainte créative ou de corruption de l'art? Je vais répondre à cette question en deux temps. D'abord, il y a la création qui a pour but de vendre. On écrit un livre avec un scénario bien ficelé pour garder le lecteur en haleine. On écrit une chanson avec un refrain accrocheur pour capter l'auditeur. On fait un film avec de nombreux rebondissements pour captiver le spectateur. Ça ne veut pas dire que ce que l'on fait est mauvais pour autant. Au contraire, on sera amené à travailler avec les meilleurs professionnels du métier qui sauront sublimer notre travail. Mais ça restera ce que l'on pourrait appeler de la culture populaire. Il y en a de la bonne et il y en a de la mauvaise. On peut déplorer que plus le temps passe, plus la médiocrité prend de la place, mais c'est comme un peu tout ce qui a un fondement vaguement démocratique. Ensuite, il y a la démarche, dirons-nous, artistique. Ça ne veut pas dire que le travail soit meilleur ou moins bon, ça veut dire que l'objectif est de donner vie à une œuvre, non de réussir à toucher son public. Dans la culture populaire contemporaine, c'est l'œuvre qui doit aller chercher son public, principalement par les médias. Dans une démarche artistique plus pure, dirons-nous, c'est au public d'aller chercher l'artiste. C'est le groupe de musique underground qui propose des choses trop atypiques pour passer à la radio. C'est le poète maudit que personne ne lit. C'est le peintre qui explore sa vision du monde à travers ses toiles. Et dans la prochaine vidéo, nous allons justement parler de ce public qui vient ou qu'il faut aller chercher. Ce public que j'appelle, utilisant là un mot de Baudelaire, la foule.